C'est la grande interview sur A-News Sécurité. Je reçois le général Ghislain Réty, commandant du GIGN. Bonjour et merci. Bonjour, merci à vous. Merci d'être avec nous. Le GIGN a 50 ans déjà. Qu'est-ce qui a changé, si on vous pose la question, en 50 ans? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, l'adversaire a changé, l'évolution de la délinquance. Donc, on a dû s'adapter en permanence à cette évolution. Donc, au fur et à mesure des années, on a rajouté des différentes capacités, comme la négociation, d'autres outils qui nous permettent de mieux faire face à la crise majeure. Donc, des évolutions aussi techniques qui nous permettent de mieux répondre et de mieux se protéger, d'être plus efficaces. Et après, il y a eu des gaps capacitaires avec des nouvelles missions. Je pense notamment aux missions de Air Marshal, des nouvelles menaces comme les Go Fast, d'autres missions qui sont apparues. On y reparlera en détail, effectivement. Alors, simplement, dans l'esprit de beaucoup de Français, GIGN, RAID, parfois, on confond les deux unités d'élite. Pourtant, il y a des différences. C'est des différences qui sont liées. Donc, le police a le RAID, la gendarmerie a le GIGN. Les missions sont sensiblement les mêmes, avec une même finalité. L'organisation est un petit peu différente. Nous avons un statut militaire et le RAID a bien évidemment un statut civil. Avec des entraînements similaires? Des entraînements qui sont très proches, très similaires. Chacun là aussi a ses spécificités par son histoire, qui a construit ces deux unités, avec des spécificités aussi liées missionnelles. Il y a des arbitrages qui ont été faits pour éviter que les deux unités travaillent sur les mêmes secteurs de façon à être optimale et d'avoir une forme d'outil commun pour l'État français. Qu'est-ce qui a donné naissance au GIGN? Le facteur vraiment déclenchant, c'est la prise d'otage de Munich aux Jeux Olympiques en 1972. Et là, beaucoup d'unités se sont posé la question, et si ça arrive dans mon pays, donc pour la France, qu'est-ce qu'on a comme outil vraiment, avec un outil intégré de gestion de crise et de libération d'otages? Et c'est comme ça qu'est né le GIGN quelques mois plus tard. Alors 50 ans, l'année prochaine, donc 2024, ce sont les Jeux Olympiques à Paris. C'est une date symbolique, coïncidence peut-être, mais est-ce que vous serez sur le pied de guerre? On sera bien évidemment sur le pied de guerre, avec notamment le RAID, mais aussi la BRI, puisque la BRI est compétente sur Paris. Et nous travaillons d'ores et déjà, main dans la main, pour avoir un outil commun à proposer au sein du ministère de l'Intérieur. Donc vous êtes préparé dès maintenant, un an avant? Un an avant, voire même un an et demi, puisqu'on a déjà commencé il y a 6 mois, avec des répartitions de missions, des répartitions de secteurs, des répartitions de vecteurs, pour éviter des redondances inutiles qui seraient contre-productives. Mon général, est-ce qu'il y a des craintes pour ces Jeux Olympiques? Ça reste l'événement le plus médiatique au monde, donc bien évidemment, ça peut être une belle tribune pour des actes terroristes ou même criminels de grande ampleur. Pour l'instant, les indicateurs sont plutôt au vert, et moi je suis de nature très optimiste sur le bon déroulé de ces Jeux Olympiques qui seront un petit peu ambitieux par rapport à d'autres Jeux Olympiques, avec des Jeux Olympiques, des épreuves un petit peu dans toute la France, y compris outre-mer, jusqu'en Polynésie, une cérémonie d'ouverture dont on entend beaucoup parler, audacieuse, mais qui va être une belle vitrine pour la France. Mais tout peut arriver, c'est-à-dire on sera prêt à toutes les éventualités. Alors, le spectre des menaces, il est extrêmement large. Nous n'intervenons que sur le haut du spectre, c'est-à-dire la menace terroriste ou criminelle, mais il y aura forcément des petits incidents, il y aura peut-être des bousculades, il y aura peut-être des personnes qui, pendant la cérémonie, tomberont à l'eau, il y aura des événements, forcément, mais tout sera fait pour les minimiser et limiter leurs impacts. Mais si on doit résumer le rôle du GIGN, c'est intervenir vraiment en cas extrême, c'est-à-dire que là, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros acte grave pour que vous soyez sur le terrain. Exactement, c'est vraiment le dernier recours, l'ultima ratio, quand malheureusement les différents filtres auront été mis à l'échec. On se souvient, l'une de vos grandes interventions, c'était le détournement d'avion de Marseille, c'est ça? Il y a quelques années déjà. Tout le monde a gardé en mémoire ces images, l'intervention du GIGN à Marseille-Marignane, et ce pilote qui tombe du cockpit, on s'en souvient. Ça, c'est un exemple qui est souvent revu sur les images vidéo. C'est souvent revu parce que déjà c'est une très très belle mission, effectivement, puisque aucun otage n'a été blessé et seuls des terroristes ont été neutralisés. Ça a été aussi médiatisé du fait qu'il y ait des images quasiment en direct de cet événement, qui forcément a donné un écho dans le monde entier. Donc ce double impact médiatique plus une mission extrême, forcément ça a donné un fort retentissement. Alors en dehors de ces interventions extrêmement risquées, quelles sont vos autres missions au GIGN, qui est le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale, il faut le rappeler? Alors le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, il y a 3 missions. La mission principale, c'est les missions dites d'intervention. Ça représente 80% de nos missions.
Encore ce matin, on a fait des interpellations au profit d'unités de recherche principalement. Cette nuit, on a fait l'interpellation d'un GoFast dans le sud de la France. Voilà. Donc ça représente 80% de nos missions. Nous avons aussi des missions de protection, protection des intérêts français, principalement à l'étranger. Nous sommes présents dans 14 pays. Nous sommes présents en Ukraine, nous sommes présents en Libye, nous sommes présents en Irak. Donc ce sont des détachements en fait, de gendarmes? Exactement, des détachements de gendarmes du GIGN pour assurer principalement la sécurité de l'ambassadeur ou de son représentant, donc la défense des intérêts français. D'accord. Et la troisième mission, si vous me permettez, c'est la mission d'acquisition du renseignement, donc principalement dans le domaine judiciaire, mais aussi administrative, avec des filatures, des poses de caméras, des poses de balises sur des véhicules, des poses d'écoute, etc. Ouais. Ah oui, donc il y a le côté filature, détective, enquête sur le terrain. C'est-à-dire que vraiment dans l'ombre, là, c'est vraiment... dans l'ombre, mais toujours avec un cadre judiciaire très précis. Nous travaillons toujours avec un cadre légal qui est extrêmement bordé. Toujours au profit donc d'une unité, d'une section de recherche en général, ou une brigade ou un office. Et il arrive parfois que ça se passe mal. On se souvient de cette délinquance en Guyane donc, qui est montée d'un cran avec le major Arnaud Blanc qui en a été victime. Est-ce que ce type de drame aurait pu être évité? C'est toujours facile de refaire le match a posteriori. On a perdu en tout 4 personnes en mission, 2 dans nos antennes et 2 au GIGN à Versailles. À chaque fois, effectivement, si on redéroule, on aurait pu se dire qu'on n'aurait pas dû se placer là, on aurait dû se faire autre chose, etc. Mais en tout cas, tout est fait en amont pour éviter ce genre de drame, bien évidemment. Et c'est toujours facile de refaire après. Oui, mais là, on entre dans des nouvelles violences, parce qu'en Guyane, département français, bon, il y a ce trafic d'or, les orpailleurs, comme on les appelle. Qui sont-ils, ces tueurs qui semblent finalement être impunis? Alors, la Guyane est un théâtre vraiment un petit peu à part, avec effectivement cette menace sur les orpailleurs. Il faut savoir qu'il y a des orpailleurs légaux et des orpailleurs illégaux. Bien sûr. Donc les orpailleurs illégaux, ce sont principalement des Brésiliens qui viennent travailler illégalement. À côté de ça, il y a des logisticiens qui amènent toute la logistique pour pouvoir travailler. Et il y a des profiteurs qui profitent un petit peu de cette manne pour attaquer ces camps d'orpaillage, légaux et illégaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle les bandes armées. Et ils sont tombés face à une bande armée sur le site de Dorlin, qui est un des grands sites emblématiques depuis 25 ans en Guyane. Et aujourd'hui, donc, vous êtes toujours en Guyane pour protéger, bien sûr, le territoire face à ces envahisseurs, finalement, qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Alors, le GIGN est présent, en fait, et implanté avec 7 antennes outre-mer. Il faut bien le préciser, en permanence. Notamment une antenne, effectivement, en permanence en Guyane, à hauteur d'une cinquantaine de militaires du GIGN. Et dans des conditions très difficiles, parce qu'on connaît la forêt équatoriale là-bas, ça ne va pas être facile pour vous. C'est extrêmement complexe, notamment avec les élongations. C'est un gros sujet. Pour être projeté de l'autre côté de la Guyane, il faut forcément des moyens aériens. Et c'est souvent la plus grosse contrainte, c'est ces problématiques de vecteurs. L'Ukraine, depuis 1 an, vous y êtes, plus d'1 an d'ailleurs. Est-ce que vous faites face à la montée du risque aujourd'hui? Le risque est assez stabilisé en Ukraine, dans des zones qui sont maintenant bien connues, aussi bien sur la partie Crimée que la partie du Donbass. Là aussi, notre mission prioritaire, c'est assurer la sécurité de l'ambassadeur dans ses déplacements. Il nous arrive d'assurer d'autres missions, des missions de protection d'autorités qui seraient françaises ou sur demande d'un pays étranger, sur l'ensemble du territoire. Et ponctuellement, il nous arrive du coup de renforcer le dispositif actuellement en place pour assurer ces missions ponctuelles. C'est ça. Donc c'est très international, parce qu'il y a aussi d'autres pays, on en parle peu, mais vous êtes présent en Libye, par exemple. On est présent effectivement dans 14 pays, dont la Libye. Ça a été réouvert l'ambassade a été réouverte en 2021. Donc protection exactement de l'ambassadeur dans l'ensemble de ce déplacement. Si aujourd'hui sur Tripoli, ça s'est un petit peu stabilisé, donc c'est relativement calme, pour autant il doit pouvoir se déplacer et rencontrer l'ensemble des partenaires, les deux parties. Donc il peut aller dans des zones où c'est beaucoup plus compliqué, où il y a vraiment besoin d'une sécurité particulière. Mais justement, avec votre expérience, votre regard, vous êtes dans la gendarmerie depuis toujours, vous avez fait toute votre carrière. Vous avez le sentiment que cette violence est en train de monter chaque année d'un cran supplémentaire? Elle évolue. Elle évolue. C'est vrai que sur le territoire national, on sent qu'il y a une sophistication de l'adversaire. Il y a quand même de plus en plus d'armes qui circulent. On les retrouve régulièrement, soit dans les perquisitions, soit même les individus sont porteurs d'armes. On s'aperçoit aussi qu'ils utilisent eux aussi
et qu'ils optimisent l'utilisation de toutes les nouvelles technologies, donc des systèmes d'alarme, des systèmes de brouillage, ça on en aperçoit de plus en plus. Ils sont de plus en plus organisés aussi en réseau, donc des réseaux très structurés avec des dispositifs de protection, donc ça nous complexifie aussi bien pour les missions d'observation que pour les missions d'interpellation. Et à l'étranger, on s'aperçoit quand même qu'on a de plus en plus de pays en crise. Oui. Là, on le voit, on l'a vu au Soudan dernièrement, on l'a vu au Burkina Faso, on le voit en Haïti, qui est en train de se dégrader là aussi de jour en jour. Mayotte aussi, enfin si c'est un département français, Mayotte, mais enfin vous êtes obligé d'être sur place en renfort. Mayotte, il y a une antenne qui est sur place, qu'on a renforcée depuis quelques semaines pour faire face à l'évolution de la délinquance. Mais effectivement, Mayotte, chaque département ou collectivité d'outre-mer a ses propres spécificités. Parce que vous avez aussi des nouveaux risques, la multiplication de groupes incontrôlables. Je pense aux Black Blocs, je pense aux zadistes qui se multiplient avec aujourd'hui la protection de l'environnement sous couvert de la violence. Malheureusement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est votre réponse face à cela, sans tomber dans la violence? Parce que bien sûr, la réponse ne peut pas être aussi violente que celle qui déclenche eux. Alors, le GIGN peut apporter une expertise, mais ça reste avant tout des missions de maintien de l'ordre, donc du ressort de gendarmes mobiles, de gendarmes... C'est ça, mais sans intervention. Sans intervention, sauf si vraiment on dépasse un certain niveau. Imaginons un tireur, où là, effectivement, le GIGN pourrait être sollicité pour interpeller ce tireur. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il n'y a pas encore d'armes chez les zadistes ou les Black Blocs, des armes létales, mais ça pourrait venir, selon vous? Ah oui, ça pourrait venir. Là aussi, on voit quand même que l'adversaire évolue et devient de plus en plus violent. Si on fait un parallèle avec les Outre-mer, on est intervenu aux Antilles il y a environ 2 ans, où là, justement, ils avaient dépassé un certain seuil. Donc on fait la différence entre le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre. Le GIGN peut être sollicité pour le rétablissement de l'ordre avec ses capacités d'intervention, mais pas que. Ses capacités d'acquisition du renseignement, sa capacité de travailler sous véhicules blindés. On a des tas de capacités qu'on peut mettre au service de la gendarmerie dans ce type de mission. Est-ce qu'il vous faut des moyens supplémentaires, vu cette montée de la violence? On s'est toujours adapté par rapport aux moyens. Pour l'instant, on n'a pas besoin vraiment spécifiquement de moyens. J'ai un budget qui m'est propre et qui me permet de faire face aux différentes... On peut toujours demander plus, mais bien sûr. Pour l'instant, on fait face. Mais la formation est très importante. C'est-à-dire que le GIGN forme les élites de la gendarmerie. L'entraînement, quel est-il quand on rentre au GIGN? Alors, je reviens sur la formation, effectivement. Voilà. On a l'avantage d'avoir énormément de candidats, beaucoup de volontaires qui veulent rentrer au GIGN. Donc on peut se permettre d'avoir une sélection déjà extrêmement drastique. Qui viennent des rangs de la gendarmerie? Qui viennent forcément des rangs de la gendarmerie, mais beaucoup rentrent en gendarmerie, y compris des anciens, des forces spéciales, etc., qui demandent à basculer en gendarmerie et ensuite à faire les tests du GIGN. Pour donner un chiffre, on a environ 300 candidats, et on en prend une quinzaine. Et les 300 candidats sont déjà de très très bon niveau. Ensuite, il y a tout un cursus de formation initiale qui dure 1 année, et après, c'est de la formation continue. Et alors, est-ce que justement la technologie suit tout cela? Parce qu'il y a la formation, certes, mais vous avez sûrement besoin de nouveaux équipements. Oui, la technologie, on l'a fait évoluer. On a notre propre système d'innovation, en partenariat avec aussi bien des start-up que des grands groupes. Donc là, on est dans le privé qui vient en renfort. Exactement. Donc on a initié beaucoup de projets par rapport à des besoins. Comme on correspond à des niches, donc on exprime un besoin par rapport à certains industriels et on développe avec eux. Et même ce qui existe sur étagère, en général, ne nous satisfait pas à 100%. Donc on essaye de développer avec eux un produit qui corresponde à 100%. L'avantage, c'est que, entre guillemets, la marque GIGN, ils savent qu'ensuite, ils pourront la proposer à d'autres pays qui se diront, si le GIGN l'a acheté, peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Si le GIGN l'a acheté, c'est une sorte de label, exactement. C'est l'excellence. Alors, par exemple, si on entre un peu dans le sujet, c'est quoi aujourd'hui les besoins? C'est l'écoute, c'est l'observation, ce sont les caméras miniatures? C'est presque du James Bond, si vous me permettez. C'est multispectre. Ça va effectivement des éléments techniques d'acquisition du renseignement. Donc ça peut être de la caméra, ça peut être plein d'autres objets. C'est des éléments de protection, des éléments d'investigation. Mais ça peut être aussi des véhicules, parce qu'il y a des véhicules qui sont spécifiques. C'est vraiment multispectre. Et après, c'est des thématiques. Ça peut être dans le domaine de la menace chimique. On va essayer de trouver des nouveaux capteurs. Ça peut être dans le domaine de la voilà. C'est vraiment multispectre. L'innovation au GIGN vient vraiment de la base. Chacun exprime son besoin, et ensuite c'est centralisé par une cellule qui fait l'interface avec les industriels, et ensuite par capillarité, ça redescend vers les opérationnels. Et il y a aussi la protection de l'être humain que vous êtes, c'est-à-dire que
prendre des risques, certes, mais sans aller au-delà du possible. On pousse la prise de risque au maximum, notamment quand c'est des individus qui sont retranchés ou quand c'est des prises d'otages. Nos adversaires au quotidien restent quand même, je prends l'exemple d'un forcené qui se serait retranché, souvent c'est des individus qui ont des problèmes, ça peut être des problèmes mentaux, ça peut être des problèmes de voisinage, des problèmes de couple, des problèmes. Et donc notre objectif c'est vraiment de les interpeller vivants et de les remettre à la justice. Et que vous ne preniez pas trop de risques non plus. Mais est-ce qu'on peut imaginer un jour le gendarme du GIGN invisible, par exemple, qui puisse intervenir sans qu'on le voie? Oui, on y travaille déjà un petit peu, mais je suis persuadé que les nouvelles technologies, d'ici 10-15 ans, quand on voit l'évolution sur les dernières années, avec un peu de prospective, je pense que rapidement, on aura peut-être des caps d'invisibilité. Oui, je pense que c'est une piste qu'on regarde. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait une image qui annulerait une autre image? Ça pourrait être effectivement des images qu'on prendrait de derrière et qu'on projetterait de soi, de façon à ce que l'adversaire en visuel de face ne voit pas voit ce qu'il y a derrière nous. Mais l'adversaire, me disiez-vous tout à l'heure, aussi a des technologies qui avancent sans arrêt, donc c'est une réponse à une autre. C'est toujours la problématique du glaive et du bouclier. On essaye toujours d'avoir un temps d'avance dans ce domaine de l'innovation. Pour l'instant, on y arrive quand même, je trouve, relativement bien. Mais la puissance financière de certains de nos adversaires, de certains réseaux très puissants, mais eux ne développent pas. Eux, pour l'instant, ils achètent sur étagère. Et comme on sait ce qu'il y a sur étagère, on arrive pour l'instant à trouver des parades. Il y a le drone qui se développe. Vous l'utilisez depuis longtemps déjà à la gendarmerie. Il va encore évoluer? Il va forcément évoluer. Effectivement, le premier drone au sein des armées, c'est le GIGN qui l'a mis en place. Donc à l'époque, c'était un drone qui coûtait extrêmement cher, extrêmement volumineux et avec une très très faible autonomie, lancé avec un système de projection qu'on récupérait avec des filets. Aujourd'hui, on est sur de nouvelles technologies, avec des caméras 100 fois plus puissantes de ce qu'on pouvait avoir avant, des petits drones qui pèsent 13 grammes et qui permettent de voir de jour comme de nuit. Donc en 10-15 ans, il y a une révolution technologique. Donc sur les 15 prochaines années, on aura forcément encore des nouveaux outils. Et ça, ce sont des entreprises privées qui travaillent avec vous? Alors là, on les achète maintenant quasiment que sur étagère, parce que c'est des objets que toutes les forces spéciales et beaucoup d'entreprises aussi ont besoin. Ça peut être pour les entreprises pétrolières, pour l'agriculture. Enfin, le drone aujourd'hui est utilisé dans plein de domaines. Et la surveillance des centrales nucléaires. Par exemple. Concernant le déplacement justement du gendarme, de la force de l'ordre de demain, est-ce qu'aussi on peut imaginer qu'il soit un jour complètement mobile, autonome, qu'il se déplace comme un insecte, si je puis me permettre la comparaison? Oui, là aussi, il y a des pistes. Quand on voit le projet de M. Zapata, avec, on va dire, c'est un drone qui emporte un humain, en fait. Et il peut se déplacer aussi bien verticalement que horizontalement. Donc ça, bien évidemment... Vous y croyez à ça, vraiment, l'aile volante? J'y crois à 200%. Je suis persuadé que d'ici 20 ans, les forces de l'ordre l'auront, en tout cas les unités d'intervention spécialisées, et peut-être que dans 50 ans, ce sera banalisé pour tous les citoyens. Oui, alors là, il faudra faire attention dans les déplacements dans le ciel, parce qu'effectivement, ça peut faire peur. Bon, général Ghislain Réty, on va terminer par les risques, les cyberattaques, parce que bien sûr, celles-là, elles sont invisibles, elles se passent sur Internet. Est-ce que ça aussi, pour vous, on peut le comparer à du terrorisme ou à un risque majeur? C'est une forme de terrorisme. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on est très impliqué. On a créé au sein du GIGN, d'ailleurs, une cellule cyber, notamment pour les ransomware, partant du principe que un ransomware, c'est une prise d'otage de données. Après qu'on traite une prise d'otage d'individus, ou une prise d'otage de données, qu'on parle en bitcoins ou qu'on parle en euros, le process reste le même. Et on s'aperçoit aussi que dans beaucoup de pays étrangers, les enlèvements aujourd'hui se traitent tout par Internet. C'est-à-dire que la demande de rançon se fait non plus par téléphone, mais se fait par demande Internet pour brouiller un petit peu les pistes. Donc tout le capital expérience qu'on a aujourd'hui sur les ransomware nous permet de mieux traiter ensuite les prises d'otages d'êtres humains. Ce qui veut dire que donc vos équipes aussi sont formées derrière des ordinateurs à développer des technologies
Là, elles sont plus sur le terrain, mais elles sont sur le terrain du net. Alors, nous, on apporte notre expertise en gestion de crise. Quels conseils on peut donner aux entreprises, en négociation, en constitution d'un PC crise. Mais on travaille toujours avec le COM Cybergendre, qui, eux, font la partie judiciaire et la partie technique. Par contre, il y a une cellule qui me permet de faire de l'interface pour décrypter la problématique qui est souvent avec des termes un petit peu techniques, qui me permet de décrypter et de l'adapter pour mes négociateurs. Donc c'est vraiment une nouvelle formation, et là vous êtes obligé de recruter des geeks, en fin de compte. Exactement. Alors pour l'instant c'est une petite cellule qu'on recrute aussi en gendarmerie, mais on a quelques pépites en gendarmerie, et le sens de la mission qu'on leur donne au GIGN nous permet d'être assez attractifs pour récupérer ces geeks, vous l'avez appelé. Donc le GIGN, 50 ans l'année prochaine, et dans 50 ans, comment sera-t-il? On a déjà du mal à faire la prospective à 10 ans, donc en 2074, ça me paraît très très loin, mais on va s'adapter forcément aux nouvelles technologies, peut-être ou pas. Je pense qu'on a quand même atteint un seuil critique. Aujourd'hui, le GIGN, c'est 1000 personnes, donc ça doit rester, pas un paquebot, ça doit rester un navire à grande vitesse, très manœuvrable, très souple, très agile. Et là, pour l'instant, on arrive encore à bien manœuvrer avec la taille qu'on a aujourd'hui et les capacités qui sont très ciblées. Non, c'est un peu difficile de savoir ce que sera dans 50 ans. Et votre base est située à Versailles, on peut dire. D'accord, c'est ça. Très bien. Mon général, merci beaucoup d'être venu pour la grande interview A-News Sécurité. Restez avec nous. Merci.